Donc on a la joie d'accueillir, c'est bon? Oui, voilà. Oui. Le docteur Yao Chen, qui est maître de conférences d'université et praticien hospitalier au CHU de Lille et au CM2R de Lille, et qui va nous parler de chute. Tout à fait. Merci Claire. On a pris un peu de retard, mais ce n'est pas grave parce que je crois que c'était des questions importantes à aborder. Et finalement, les présentations excellentes qui m'ont précédée vont m'aider à aller plus vite. Parce que si vous regardez cette image de sur-mesure, et si vous regardez cette image de multiples facteurs de risque, eh bien en fait, vous avez mon topo. Donc voilà, vous regardez ces images et c'est un peu ce que je vais vous dire maintenant aussi. Et je voulais aussi remercier Antoine et aux organisateurs de m'avoir invité à venir à Lyon. Alors parce que déjà il fait un peu plus chaud, il fait un peu plus beau qu'à Lille aujourd'hui, hein, mais c'est comme ça. Et puis Antoine le sait peut-être pas, mais Lyon c'est mon enfance, c'est ma jeunesse, donc ça me fait tout drôle de revenir 20 ans plus tard. Il y a des personnes qui m'ont connu enfant dans cet amphi. Vinatier, c'est le premier hôpital que j'ai découvert quand j'étais enfant. Ma maman est psychiatre, mon grand-père aussi, et c'est pour cela que je me suis dit oh là là, jamais je serai psychiatre, pas comme eux. Mais j'étais très intéressée par les neurosciences et c'est pour ça que j'ai fait d'abord un internat de neurologie et ensuite je me suis dit en fait on a besoin d'aller un peu plus loin, on a besoin de cette vision de sur-mesure, de prise en charge globale et donc je me suis formée aussi pour être gériatre. Et aujourd'hui, je viens vous parler un petit peu de cette vision, peut-être d'aller au-delà de simplement les chutes dans le cadre de la maladie à Corps-Lewy, mais d'avoir une vision plus intégrative de la personne âgée avec une maladie à Corps-Lewy. Alors, je voulais commencer par deux patients que j'ai en tête, parce que j'en vois beaucoup de patients qui ont une maladie à Corps-Lewy, mais enfin ces deux-là, je les ai vus il y a pas très longtemps, donc ça m'avait marqué. Donc, je suis neurogériatre, comme a dit Claire. Donc, en plus de mon activité en centre mémoire, j'ai ouvert aussi une filière d'épilepsie du sujet âgé, parce que l'épilepsie, c'est aussi une pathologie assez méconnue chez les personnes âgées. On pense souvent c'est des troubles de la mémoire, mais en réalité, c'est ce qui a été un peu expliqué ce matin, ça pouvait être de l'épilepsie temporale, ça a été mal diagnostiqué, ou alors à l'inverse, des personnes qui sont sous traitement anti-épileptique, en fait, qui n'en ont pas besoin. Et donc, c'est un monsieur de 86 ans qui m'avait été adressé dans le cadre de la filière de l'épilepsie du sujet âgé. Alors, je suis désolée, c'est un cas un peu long, mais on peut aller plus vite, hein. Il a des facteurs, des maladies qui sont assez fréquentes avec l'âge. C'est un monsieur qui était ancien comptable, donc il était avec son conjoint dans son appartement, bien entouré par leurs voisins. D'ailleurs, la première fois qu'il est venu, il était venu avec une des voisines. Il était tout à fait autonome pour les gestes de la vie quotidienne. Néanmoins, il voulait plus gérer ses comptes. Alors pour autant, il était comptable. Il a demandé à son époux de gérer et puis il ne voulait plus conduire. Et alors qu'il promenait quand même son chien tous les jours, c'était très important pour lui. Il avait quand même cette peur de chuter. Et mes collègues urgentistes me l'ont envoyé parce qu'ils se demandaient si c'était pas une épilepsie. Il était venu 2 fois aux urgences parce qu'il avait présenté un peu un syndrome confusionnel inexpliqué. Et pour ces patients-là, comme maintenant on a cette filière, on les hospitalise plus, on évalue, ils peuvent rentrer à la maison. Donc je l'ai revu rapidement ensuite en consultation. Et en fait, en discutant avec lui, c'est vrai qu'il y avait ces syndromes confusionnels, mais en fait, ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'il ne reconnaissait plus son conjoint. Il était tout à fait perdu et ça durait pas forcément très longtemps. Et donc, c'était à 2 fois comme ça. La première fois, il y avait une infection urinaire, mais la deuxième fois, pas d'explication et c'est quelque chose d'assez récent. Et nous, on avait trouvé donc une dysautonomie. Et puis, en même temps, quand je cherchais un peu les symptômes de maladie à Corps-Lewy, en fait, il cochait un peu plusieurs cases avec des réveils confusiogènes. Et puis, il a quand même eu quelques chutes. Mais en fait, la chute, c'est particulier. Si vous posez pas la question précisément, et même si vous posez la question, souvent, c'est sous-estimé par les personnes parce que pour eux, une chute, il faut qu'il y ait eu un traumatisme derrière ou alors quelque chose d'important. Sinon, quand il tombe juste comme ça, ce n'est pas une chute. Donc, en demandant bien, en fait, il a quand même eu quelques chutes, mais sans importance. Et donc, on a fait un examen où il pouvait pas tenir en station unipodale. Il avait pas du tout de syndrome extra-pyramidal. Le demi-tour était bien. La marche était plutôt correcte. Donc, ça, je vous expliquerai après ce que c'est le TUG, le test qu'on aime bien en gériatrie, mais c'était plutôt correct, quand même 12 secondes. Et donc, l'évaluation cognitive que je fais systématiquement dans la filière épilepsie était
plutôt rassurante, on va dire. La MMSE était à 24, la MoCA c'est un autre test qu'on fait pour les troubles légers. Bon, c'est pathologique 21/30, mais c'était pas si mal. Et la MATIS, qui est un autre score que font les neuropsychologues, qui permet aussi d'évaluer un peu les fonctions cognitives dans la globalité, était pas si mal pour le score total. Et quand on creusait un peu, il avait surtout des difficultés exécutives, mais pas tellement de difficultés visuo-spatiales que vous avez entendu ce matin, visuo-perceptives. Alors comme il était quand même il venait pour l'épilepsie, suspicion d'épilepsie, on a quand même fait le EEG de longue durée, on a enregistré pendant 3 jours chez lui, donc il avait ce casque qu'on pouvait regarder à distance pour le tracer et pour la vidéo. Il n'y avait pas du tout d'éléments qui pourraient évoquer l'épilepsie dans son tracé. Et on a fait donc les autres examens paracliniques qui plutôt corroboraient donc avec l'hypothèse d'une maladie à corps de Lewy. Je rentre pas dans les détails dans les examens parce que c'est pas l'objet de ce topo. Mais alors, à votre avis, quel est son risque de chute? Alors, je vous ai dit, c'est vrai qu'en cherchant un peu, il avait déjà chuté. Alors que sinon, comme ça, il disait qu'il avait jamais chuté. Et quels sont les facteurs de risque qu'on peut trouver dans cette anamnèse assez longue chez ce patient? Et finalement, quelle est notre stratégie de prévention? Donc, peut-être à la fin de cette présentation, on pourra trouver quelques réponses. Et alors, c'est ce monsieur que je vois, il va plutôt bien. Alors, il y a une autre dame, à peu près du même âge que je vois dans le cadre de l'hôpital de jour de chute, parce que j'interviens aussi en hôpital de jour de chute. Donc, c'est pareil, hein, c'est une dame qui a quelques facteurs de maladie avec l'âge. Alors, curieusement, elle avait un syndrome des jambes sans repos. Elle était traitée sous Cifrol. Elle vivait avec sa fille depuis 12 ans parce que l'époux de cette dame était déjà en EHPAD pour une MS sévère. Et en fait, comme elle était avec sa fille, c'était difficile de savoir si elle avait vraiment perdu en autonomie, mais disons que progressivement, sa fille, elle a tout géré depuis 12 ans. Alors elle, pour le coup, elle venait en hôpital de jour de chute, elle chutait déjà depuis 4 ans, et de façon de plus en plus fréquente. Les chutes étaient de plus en plus rapprochées, mais elle arrivait toujours à se relever seule, il n'y avait jamais de station prolongée au sol. Et alors là, à l'examen clinique, j'avais quand même des signes extrapyramidaux, mais aussi une ataxie proprioceptive. C'est un autre type d'anomalie à l'examen neurologique qu'on peut voir, qui peut induire des troubles d'équilibre et un risque de chute. Et là, vous voyez, le fameux TUG est bien plus élevé que l'autre monsieur. Là, elle est quasiment doublée en temps, et puis elle avait aussi un risque, une appréhension, une peur de chuter très importante. Et donc, c'est à l'évaluation cognitive, on fait toujours en hôpital de jour de chute, et il était un peu moins bien. La MMSE était seulement à 18. Et là aussi, au niveau de l'évaluation neuropsychologique, on voyait qu'elle avait plusieurs domaines qui étaient touchés, un peu plus sévères que le premier monsieur que je vous ai présenté, qui est venu en filière épilepsie. Et là aussi, donc, on a confirmé avec les examens paracliniques, en tout cas, ça a renforcé notre hypothèse d'une maladie à corps de Lewy chez cette patiente. Alors, je vous pose pas savoir quel est son risque de chute, hein. Elle est évidemment à haut risque de chute et de rechute. Et quels sont les facteurs de risque, en revanche, qu'on peut trouver chez cette dame? Et la même question que pour le monsieur de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'encore on peut faire quelque chose? Et donc chez ces patients-là, vous allez me dire, bon, c'est évident, les chutes à la maladie à corps de Lewy, ça fait partie des critères, ça fait partie des fameux critères qui ont été revisés, mais c'était déjà avant. Les chutes répétées, comme on a entouré ici, les chutes répétées font partie des critères qu'on appelle de support. Ça fait partie des critères, donc ça semble évident que les chutes à la maladie à corps de Lewy, c'est intimement lié. Alors en fait, ces chutes-là sont déjà très fréquentes dès le stade prodromal, au stade de troubles cognitifs légers. C'est une étude avec moins de patients que celui qu'a présenté Antoine, mais on peut voir déjà quand on compare les MA au stade prodromal avec les maladies à corps de Lewy au stade prodromal, eh bien le pourcentage de chutes, en fait, ils ont soumis un questionnaire, il faut qu'ils cochent les symptômes, et c'était 4 fois plus élevé au stade prodromal chez les patients qui ont une maladie à corps de Lewy par rapport aux patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Et on retrouve bien sûr quand c'est déjà au stade de démence. Mais déjà au stade prodromal, peut-être même avant les premiers signes, longtemps avant, on peut déjà avoir ces chutes. Donc le risque de chute, il est élevé déjà dès les premiers stades.
Alors, est-ce que c'est spécifique à la maladie à Corley-Lewis? C'est vrai que dans les autres critères de pathologie neurodégénérative, on ne les retrouve pas, ces chutes. En fait, quand on regarde, peu importe l'étiologie, souvent je demande avant ce genre de topo, à votre avis, est-ce que les malades à Corley-Lewis chutent plus que la maladie d'Alzheimer? En fait, quand on regarde les autres études, alors pas l'incidence, mais la prévalence de chute, finalement, peu importe l'étiologie, donc là, la maladie à Corley-Lewis, certes, le risque, il est entre 50 et 75%, mais dans d'autres études, pour la maladie d'Alzheimer, le risque de chute est également très important. Donc, c'est un symptôme très, très fréquent dans les troubles cognitifs, peu importe l'étiologie. Et pourquoi cela? C'est ce que je vais vous expliquer un peu ensuite. On voit sur ces deux diagrammes, la prévalence des troubles cognitifs augmente avec l'âge. Et en fait, vous retrouvez la même cinétique pour ces courbes avec le risque de chute. Donc, avec l'âge, vous avez aussi une augmentation du risque de chute. Alors, est-ce que c'est simplement parce qu'ils sont plus âgés, donc par tangence au facteur de risque qui est l'âge, que à la fois vous avez plus de troubles cognitifs et le risque de chute, ou alors il y a d'autres raisons qui vont expliquer cela? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, reprenez les diapos de Claire. Comme la dénutrition, comme les chutes sont d'origine multifactorielle. C'est un peu d'ailleurs le cercle vicieux que Claire dessinait tout à l'heure. Si on regarde uniquement la maladie à Corley-Lewis, vous avez le haut finalement du Asperger et vous oubliez tous les autres facteurs de risque qui peuvent donner aussi une chute. Alors bien sûr, dans la maladie à Corley-Lewis, on a des déclins cognitifs spécifiquement qui vont augmenter le risque de chute. On a beaucoup entendu ce matin des troubles visuospatiaux. Évidemment, par exemple, pour descendre les escaliers, si vous avez du mal à estimer la distance par rapport aux marches, par rapport aux obstacles, vous êtes beaucoup plus à risque de chute. Les troubles exécutifs, on en a aussi entendu parler. C'est des personnes, par exemple, qui me disent en consultation, j'ai chuté parce que j'étais en train de marcher avec mon mari et puis quelqu'un m'a interpellé dans la rue. J'ai voulu lui parler et paf, à ce moment-là, je suis tombée. Donc, dans ces difficultés au quotidien, en fait, vous faites des doubles tâches de façon régulière dans la vie de tous les jours. Comme il y a des troubles exécutifs dans la maladie à Corley-Lewis, pas que dans la maladie à Corley-Lewis, mais un peu plus, vous avez ce risque de chute plus élevé. On a parlé aussi avec le psychiatre ce matin des troubles psychocomportementaux, l'anxiété, la dépression, l'irritabilité. Tout cela augmente le risque de chute. Et puis, vous savez, plus vous avez cette peur de chuter, qu'on peut évaluer par des questionnaires, plus vous allez chuter. Comme mon patient au tout début. Alors finalement, il avait chuté, mais en fait, on peut développer une peur de chuter sans même jamais avoir chuté. Et donc cela aussi, ça augmente le risque de chute. Et en plus, dans la maladie à Corley-Lewis, les différents territoires de synucléopathie font que vous avez des symptômes spécifiques qui augmentent le risque de chute. Je ne vais pas détailler tout cela, mais par exemple, vous avez l'hypotension orthostatique dans le cas de la dysautonomie. Quand vous vous levez et que la tension chute d'un coup, vous êtes à risque de chute. Les troubles de comportement sont paradoxaux, c'est très compliqué à gérer parce qu'en fait, les personnes, souvent en EHPAD, ils ont beaucoup moins de surveillance la nuit. Ils se lèvent, ils voient rien parce que c'est noir, la luminosité est faible. En plus, il y a une hypotension orthostatique. Et comme ils déambulent beaucoup pendant la nuit avec ces troubles de comportement, ils ont aussi un risque de chute plus élevé. Le syndrome parkinsonien que vous connaissez, en plus qui est plutôt axial chez les malades à Corley-Lewis, augmente le risque de chute. Et enfin, alors j'ai pas montré des études ici, mais on a des lésions vasculaires, c'est connu, associées à la maladie à Corley-Lewis, et ça aussi, ça peut aggraver l'automatisme de la marche. Alors, maintenant qu'on a dit tout cela, je vous ai dit, si on regarde que le déclin cognitif en lien avec la maladie à Corley-Lewis, les symptômes spécifiques de la maladie, en fait, vous avez réglé une partie des problèmes. Et c'est pour ça que les patients ont des chutes qu'on dit inexpliquées, on a toujours ce risque de chute élevé parce qu'on n'a pas regardé les autres facteurs. Et en fait, en lien avec le profil gériatrique, c'est un peu ce que Claire a montré tout à l'heure, vous avez plein d'autres facteurs de risque. Alors, j'ai mis ici quelques-uns, la polymédie
médication, on a parlé de la dopathérapie qui peut en plus augmenter le risque d'hypotension orthostatique. Vous avez des troubles neurosensoriels, des troubles visuels qui ne sont pas corrigés, on a parlé ce matin. Les autres facteurs de risque vasculaire comme la neuropathie diabétique qui peuvent aggraver cette fameuse ataxie proprioceptive, les troubles ostéo-articulaires, de l'arthrose, les troubles nutritionnels, je ne vais pas revenir là-dessus, l'isolement social, l'environnement à risque. Alors, l'environnement à risque, ça peut être très bien un environnement dans lequel la personne a évolué depuis très longtemps, mais là, qui n'est plus adapté à son niveau de mobilité. Et puis, les troubles du sommeil. J'ai mis ici quelques facteurs de risque parce qu'en réalité, quand vous regardez, on aime bien en gériatrie cette image du iceberg. La personne a chuté, mais en fait, en dessous, il y a beaucoup plus de facteurs de risque. Je ne sais pas si vous savez combien il y en a. J'ai lu dans une étude qu'il y en a 400. C'est énorme. Donc, et c'est pas consensuel comme nombre. Donc, j'ai pas mis les 400 facteurs de risque ici, mais c'est pour vous montrer que sous ce iceberg, peut-être au-dessus, il y a cette chute, il y a les déclins cognitifs dans le cas d'un maladie rhumatique, mais en dessous, il y a énormément d'autres facteurs de risque. Alors, comment on va évaluer ce risque de chute? On va pas réussir à trouver les 400, hein, on va pas les rechercher. En consultation, alors, on passe déjà beaucoup de temps à parler avec les patients, donc on n'a pas toujours le temps. Le seul test que je fais, en effet, en consultation, c'est la station monopodale. On sait que quand ils sont, alors là, j'ai mis supérieur, mais quand ils sont inférieurs à 5 secondes, donc vous savez, si vous demandez à la personne de tenir sur une seule jambe, on essaie de deux côtés. Quand c'est inférieur à 5 secondes, c'est un risque de chute plus élevé. Le test de poussée sternale, je le fais rarement parce que je me sens pas capable de tenir je suis pas certaine de retenir la personne, donc je fais pas toujours. Et le SPPB que Antoine avait déjà parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir là-dessus, mais j'ai mis ici ce que c'était ce test. Et donc là aussi, c'est le score inférieur à 10, c'est plutôt significativement relié avec un risque de chute plus élevé. Et puis le fameux TUG, je vous ai dit, je vous en parlerai, c'est le Tamapingo test. Donc vous demandez, la personne commence en étant assis, vous demandez de se lever, de faire 3 mètres, de revenir, et puis de se rasseoir, et vous chronométrez. Vous faites ça en simple tâche, donc simplement pour marcher, puis vous demandez de faire un autre exercice mental, donc vous le faites en double tâche, et donc vous verrez qu'en double tâche, le temps est beaucoup plus augmenté. Donc c'est plus à risque de chute si ce test est supérieur à entre 14 et 20, on met ça parce que en fonction du profil du patient, ce n'est jamais le même chiffre qu'on peut retrouver. Mais disons quand c'est supérieur à 20, vous êtes vraiment à risque de chute. Il y a d'autres tests qu'on peut faire, mais je ne vais pas les détailler ici. Encore une fois, quand on est pris par le temps, je fais uniquement le test unipodal pour l'évaluation. Mais le fameux TUG, on le fait plus dans le cadre de l'hôpital de jour, on a un peu plus de temps pour le faire. Je suis prise par le temps en consultation, mais en revanche, on va prévoir systématiquement, je ne sais pas si vous le faites, un hôpital de jour pour évaluer globalement le risque de chute. Et c'est une évaluation multidisciplinaire, c'est pas que par le nom, hein, on a vraiment plusieurs personnes qui interviennent. La personne reste avec nous toute la journée, donc il y a un gériatre, il y a un neurologue, un médecin rééducateur, les infirmiers, l'ergothérapeute pour évaluer l'adaptation de l'environnement, le diététicien systématiquement, l'assistante sociale et bien sûr toujours avec la famille. Donc on a deux fois par semaine comme ça. Et comment on va prévenir? Comment on va, alors c'est pas forcément une solution miracle que je vais vous donner, mais un petit peu quelques grandes idées. Donc comment on va diminuer ce risque de chute? Eh bien tout d'abord, on va faire le bilan. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Déjà en consultation, ne jamais oublier évaluer l'équilibre et la marche. Et puis ensuite, si possible, prévoir un hôpital de jour de chute avec cette évaluation multidisciplinaire. Et ensuite, à tous les stades de la maladie, vraiment à tous les stades, on peut proposer des interventions à des degrés différents, mais on peut proposer des interventions sur l'équilibre et la mobilité. À tous les stades, mais si possible, le plus précocement possible. Pour déjà mon patient qui a des troubles légers, il faut proposer des interventions pour améliorer l'équilibre et pour diminuer le risque de chute.
prévenir l'aggravation des troubles visuospatiaux avec des repères, par exemple, et puis traiter tous les facteurs de risque. Parmi les 300, combien vous en avez trouvé? Essayez de tous les traiter. Et puis, bien sûr, cette idée de sur-mesure que Claire présentait tout à l'heure, ça, j'ai appris avec de l'expérience. Avant, quand j'étais jeune, j'arrivais avec ma liste. Bon, voilà, il y a 20 facteurs de risque de chute, il faut les corriger. On se revoit dans 6 mois. Et c'est là où ils sont revenus 6 mois après avec 0 intervention de fait. Ça a été dit un peu ce matin, il y a tellement de choses à faire, on n'a pas le temps de tout faire, on peut pas tout faire. Et donc souvent, là, je remets la liste de 20 choses et je leur dis, bah voilà, si vous devez choisir 3 choses que vous pourriez faire pendant 6 mois, qu'est-ce que vous pourriez faire? Donc là, on établit un contrat et on dit, bon, Dr Chen, je vais essayer de faire ces 3 choses dans 6 mois et je vais essayer de m'y tenir. C'est une approche, on va dire personnalisée et aussi axée sur les intérêts, parce qu'il y a des fois, on dit, bon, bah, vous allez faire de l'activité, vous allez faire la marche en association, mais en fait, c'est des personnes qui n'ont jamais aimé être avec les autres et jamais vous convaincrez à faire de la promenade dans les associations. La réadaptation physique, cognitive, motrice, je l'ai fait cette diapo avec le médecin rééducateur, on travaille ensemble. Donc, on propose la kinésithérapie régulière. Alors, en fait, cette kinésithérapie, c'est le seul traitement qui a vraiment montré son efficacité dans les essais randomisés. C'était un exercice intensif sur le renforcement, sur l'équilibre. Et ben, c'est les seuls vraiment interventions qui ont montré que ça réduit le score sur le test de l'équilibre et ça a accéléré un peu la vitesse de marche. Et les autres essais, alors déjà j'en ai trouvé très peu, avec un critère de jugement principal sur la réduction des chutes ou alors l'équilibre. Et puis les autres, il n'y a jamais eu d'effet comme le tai chi, tout ça c'est bien. Mais pour la Madhya Korlewi, j'ai pas trouvé d'essais qui ont vraiment montré l'efficacité. Donc c'est vraiment l'exercice physique avec le kiné en premier, et puis bien sûr, vous pouvez toujours proposer le tai chi, mais il faut vraiment penser à la kinésithérapie de façon précoce. Et dans nos ordonnances, si vous mettez juste kinésithérapie, en fait, ils vont juste faire de la papouille avec les personnes, les gens sont contents, mais c'est pas ça. Donc, je précise toujours, non. De la marche, renforcement musculaire, travail sur l'équilibre. On peut aussi apprendre le relevé du sol. Mon ordonnance pour le kiné, il fait une page A4. Bon, après, souvent, je recopie la même chose, mais il faut que ce soit très ciblé. Alors, adaptation et sécurisation de l'environnement à domicile ou en EHPAD. Hein. On a parlé tout à l'heure des repères visuospatiaux. Donc, adapter l'éclairage. Souvent, on leur dit, bah, mettez un éclairage qui s'allume quand vous marchez pour détecter. Éliminer tous les obstacles inutiles, les tapis. Même si vous aimez bien, il faut les éliminer. Enfin, éliminer, il faut les mettre autrement. Et quand il y a des escaliers où vous pouvez mettre des repères sur les marches pour bien les distinguer, et mettez les rampes de 2 côtés. Pour le lit, mettez le bar là qui permet de se relever plus facilement. Enfin, voilà, toutes ces choses que l'ergothérapeute passe 1h30 à revoir en revue avec la personne et la famille, et ensuite proposer des interventions ciblées. Alors, les dispositifs d'aide à la marche, on a tendance à dire que la meilleure aide, c'est celle utilisée par la personne. On leur propose des choses, mais si jamais ça prend la poussière au coin du mur, ça ne sert à rien. Plus souvent, les cannes, on voit les personnes qui traînent la canne comme ça, donc ça augmente le risque de chute plus qu'autre chose. Le système d'alarme et de surveillance, et puis enfin, la place de contention. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et dans les EHPAD, souvent, les personnes sont contentionnées parce qu'en fait, ils chutent tellement qu'avec l'équipe, ils décident de mettre une ceinture ventrale. C'est à discuter. Moi, je suis pas parce que plus vous restreignez les mouvements, et ben plus ils sont à risque de chute. Donc c'est quelque chose à discuter. J'avais un patient comme ça, en fait, ils ont un peu abandonné, ils ont dit bon, de toute façon elle va tomber tout le temps, elle est sous anticoagulant, on préfère qu'elle marche plus du tout qu'elle chute. Et bon voilà, ça a été décidé comme ça, mais je crois que c'est vraiment à éviter.
maintien des activités physiques, on en a parlé. Si les personnes aiment bien, c'est toujours mieux de faire des activités physiques en groupe parce qu'en plus, vous favorisez les interactions sociales. Et puis, ce qu'on fait aujourd'hui, on en a déjà parlé tout à l'heure pour la nutrition, c'est la formation des aidants et des soignants, sensibiliser au risque de chute, je le répète, déjà très très tôt dans la maladie et même à un stade tardif, on peut faire des choses, on peut faire de l'activité pour renforcer les muscles, lutter contre la raideur, travailler toujours l'équilibre. Je crois que il y a des personnes qui arrivent en EHPAD et ils arrêtent tout, ils arrêtent la kiné, etc. Et je trouve que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il faut continuer à garder ces séances régulières d'activité physique. Alors, la formation des soignants, j'en ai parlé. La communication adaptée, aider les patients à suivre les consignes. C'est pas toujours simple au stade avancé de bien comprendre ce qu'on veut pour faire les mouvements. Et alors, quelle est la place des traitements médicamenteux dans la prévention du risque de chute? Comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé de preuves directes dans la littérature, mais de façon un peu indirect, on imagine bien que la dopathérapie, si vous avez été efficace sur certains symptômes, encore que sur les symptômes axiaux, il y a très peu d'effets. Vous pouvez peut-être réduire le risque de chute, mais attention aux hypotensions orthostatiques. Donc, bien réfléchir à la balance bénéfice-risque de maintenir cette dopathérapie chez votre patient. Les inhibiteurs de la synchronestérase, ça diminue indirectement le risque de chute, comme ça peut jouer aussi un peu sur les hallucinations, sur les troubles de comportement sur le paradoxal, ça diminue indirectement le risque de chute, comme pour la mélatonine. Et puis traiter la dysautonomie, mais je ne vais pas détailler là-dedans. Alors, il y a eu deux essais sur la stimulation cérébrale profonde, mais ça n'a pas du tout été concluant. De toute façon, la mobilité, c'était pas le critère de jugement principal, mais ce n'était pas concluant dans les critères de jugement secondaire pour la mobilité. Alors, si on revient à ces deux patients, je vous ai présenté ce qu'il faut faire. J'ai essayé de faire ça pour ces deux patients, mais dans la vraie vie, il n'y a pas de solution miracle. Alors, ce monsieur, je l'ai remis en hôpital de jour de chute pour une évaluation multidisciplinaire. On a corrigé sa nutrition. On a dit, bon, là, il faut augmenter l'apport hydrique. Les chaussures, il était pas adapté. On a essayé de rayer ce facteur de risque-là, changer la formation du fauteuil, le rollator, etc. On a commencé la kiné, l'orthophonie tout de suite. Ça a été amélioré au niveau du score de MoCA, mais il a aggravé son apathie et il a quand même rechuté l'hiver dernier avec une fracture de l'épaule à gauche. Et j'aurais bien voulu vous montrer sa marche aujourd'hui, mais je l'ai pas revu la semaine dernière. Je l'ai revu la semaine dernière parce que son aidant, son mari, malheureusement, a été hospitalisé. Et donc, c'est très compliqué. Et Madame D, elle a continué à chuter. Et en plus, maintenant, elle est institutionnalisée parce qu'elle a énormément d'hallucinations visuelles, de troubles de comportement paradoxal. Et puis aussi, elle a essayé de se suicider plusieurs fois à cause justement de cette anxiété qu'on en a parlé ce matin. Et c'est elle où, en fait, ils ont contentionné et c'était un peu compliqué pour débattre avec le personnel. Donc, deux messages, c'est pour vous donner un peu de nouvelles de ces deux patients. Alors, deux messages pour finir la présentation, un peu ce que je disais tout à l'heure. La prévention du risque de chute chez les personnes malades à Corps-Lewis, ce n'est jamais trop tôt et ce n'est jamais trop tard. N'abandonnez pas. Et les chutes sont toujours multifactorielles et la prise en charge aussi. Elle doit essayer de cibler ces facteurs de risque et comme on dit tout à l'heure, sur mesure. Voilà, merci. Je ne sais pas si on a du temps, c'est fini. Merci beaucoup, Dr Chen, Yao. Je regarde Vincent. On a le temps pour une question ou c'est la pause? Allez, une question et la pause. Très bien. Le maître du temps nous permet d'avoir une question. Et on en a une en haut à droite. Merci beaucoup. J'ai parlé trop longtemps. Bonjour. Alors, du coup, j'ai déjà parlé de mon papa qui est en EHPAD, qui a 86 ans. Je pense que la question sera peut-être un peu difficile, mais on m'a rapporté récemment que mon papa se laisserait tomber tout seul. Je voulais savoir si ça pouvait exister.
Souvent, si, c'est pas du tout rare. Souvent, on me le dit. D'abord, est-ce qu'il a une ceinture ventrale? Parce que quand il y a une ceinture ventrale, les personnes, en fait, ils ont une sorte d'hypotonie, ils glissent en dessous, ils essaient aussi de sortir de la ceinture. Les gens disent qu'ils se laissent tomber tout seul, mais c'est pas vrai. Mais il se laisse tomber, c'est-à-dire qu'il est en train de marcher et tout d'un coup, il tombe ou il est dans sa chambre, il se laisserait tomber tout seul. Et comme je vous ai dit, alors souvent on dit attention, chute répétée inexpliquée dans la maladie à Corlewy, mais en fait c'est parce qu'on n'a pas cherché. Donc il se laisse tomber tout seul, il faut regarder vraiment qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à la limite filmer. Est-ce qu'il se laisse tomber parce que en essayant de se lever, il y a une hypotension orthostatique? Est-ce qu'il s'est laissé tomber parce que justement il y avait un obstacle qu'il n'a pas bien vu? Enfin, c'est difficile de répondre pour ce cas précis, une réponse simple, parce qu'en fait, il faut vraiment voir ce qui se passe. Et malheureusement, en EHPAD, je ne sais pas que je critique pas du tout l'EHPAD, c'est juste qu'on n'a pas assez de soignants disponibles pour bien voir ce qui se passe.